Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre qui arrive avec un petit peu de retard. Il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo une première fois la semaine dernière, mais je n'étais absolument pas contente du résultat, du coup je la recommence aujourd'hui. Il s'agit du dernier book haul de cette année 2018, il n'y en aura pas pour le mois de décembre, tout simplement parce que vous l'avez très probablement remarqué, au mois de décembre il n'y a pratiquement pas de nouveautés manga. Donc je commence avec un titre qui n'est absolument pas une nouveauté du mois de novembre, même si son second tome est paru au mois de novembre. Il s'agit des deux premiers tomes de SOS Love de Yasuko et c'est publié chez les éditions Akata. Le premier tome de cette série est paru en France, il me semble, au mois d'août ou au mois de septembre. Je vous mettrai une petite annotation ici au moment du montage. Et c'est une série qui, il me semble, est bouclée en 6 tomes et le troisième tome sortira en France au mois de janvier. Ce qui m'a décidé à craquer pour la série, c'est une vidéo qui se trouve sur la chaîne des éditions Akata. Donc je vous linkerai la vidéo dans la barre d'informations si jamais vous ne l'avez pas vue. On va s'intéresser à la jeune lycéenne que vous avez sur la couverture du premier tome. Il s'agit de Kayo, qui en fait mène une existence un petit peu, on va dire, banale, même si elle est très portée sur les garçons. Et finalement, en fait, même si elle semble courir les mecs, il ne se passe strictement rien. Elle reste attachée à son ami d'enfance que vous voyez sur la couverture du second tome, avec lequel elle faisait du basket quand elle était plus jeune. Le truc, c'est que petit à petit, eh bien, leurs chemins se sont plus ou moins séparés. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, je vous laisse le découvrir avec la lecture de cette série. Et le truc, c'est que un jour, Kayo va recevoir la visite de son elle du futur, âgé de 30 ans, donc de 13 ans dans le futur, qui lui annonce que si elle continue dans cette voie-là, eh bien à 30 ans, elle sera toujours célibataire et pire encore, elle sera toujours vierge. Sachant que le rêve ultime de Kayo, c'est d'être mariée, d'avoir fondé une famille à peu près 25 ans. Autant vous dire que si elle continue comme ça, c'est complètement foutu. Et au début, elle n'ose pas trop y croire. De voir son elle du futur, ça semble complètement surréaliste. Elle est bien obligée de se rendre à l'évidence assez rapidement. Suite à ça, elles vont rencontrer toutes les deux un personnage qui va être clé dans l'histoire, qui pourrait être simplement, dans un autre shoujo un petit peu plus banal, le beau brun ténébreux qui vient foutre la merde dans l'histoire. Mais c'est un petit peu plus complexe que cela. Autant vous dire, ces deux tomes avec lesquels j'ai énormément rigolé. J'ai beaucoup aimé la thématique du voyage dans le temps, de cette personne qui va venir du futur pour essayer de changer son passé et donc du coup d'influencer sur sa propre histoire. Et c'est plutôt pas mal, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres mangas, notamment si on reste chez les éditions Akata dans la série Orange. Ne vous fiez pas à ces couvertures toutes mignonnes, à l'histoire qui pourrait vous paraître vraiment juste drôle. Elle est quand même assez tristounette, j'ai envie de vous dire, par moment. Vous allez peut-être pas verser votre petite larme, mais il y a quand même pas mal d'émotions et on s'attache très vite au personnage. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé du côté des dessins, alors on a des dessins qui sont excessivement typés shoujo comme vous pouvez le voir, mais on a également des têtes pas possibles que l'on doit à la Kayo du futur, qui se met toujours dans des situations pas possibles. Donc elle va essayer d'aider son elle du passé finalement, qui est celle du présent du manga, mais elle ne s'y prend vraiment pas de la bonne façon. Donc c'est un très bon titre que je recommande à toutes celles et ceux qui seraient passés à côté, même pour les garçons, voilà, qui sont pas très branchés shoujo. C'est un titre qui est quand même assez fun. Il y a de la romance mais pas que, et en même temps c'est pas trop cucul l'après-midi. Je change à présent complètement de registre et vous présente le guide officiel Le Monde de Minuscule, la meilleure façon de marcher de Takuto Kashiki. C'est publié chez les éditions Comico, bien évidemment, qui ont la licence de la série Minuscule, que j'aime beaucoup personnellement. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce guidebook, il est de toute beauté. Donc c'est bien évidemment un titre que je vais uniquement recommander aux personnes qui suivent la série. Alors il y a pas mal de textes, c'est pas une sorte de artbook, on est quand même sur quelque chose avec pas mal de textes, mais on a de très belles pages, on a énormément de pages couleurs, des présentations des personnages, de l'univers, comment l'auteur a créé tout ça, et c'est plutôt pas mal si vous appréciez la série de base. C'est pas la première série qui bénéficie de ce genre de petits suppléments, on va dire, mais c'est plutôt bien foutu, ça vaut largement son prix. Je vois qu'il est marqué 12,99 €.
Voilà. Dans ma tête, il était à 10 €, là je vois 12,99 €. Bon bref, peu importe. Si vous êtes fan de minuscules, je vous recommande très vivement de vous pencher sur le guide officiel. Après, si vous ne connaissez pas la série, bien évidemment, pour le coup, je vous recommande au moins de tester la série principale. On reste chez les éditions Komiku, mais on change complètement de registre avec le premier tome de Sleeping Sharon de Sayaka Moji. Et c'est un titre qui est un petit peu classé dans le registre de l'horreur, on va dire plutôt du fantastique un peu glauque. Donc vous reconnaissez peut-être le mangaka à travers cette couverture. Il s'agit du même auteur qui a fait Pupa, que je vous ai présenté sur ma chaîne. J'essaierai de vous retrouver la vidéo de présentation. C'est une petite série bouclée en 3 tomes qui est un peu dans le même délire que Sleeping Sharon. C'est également une série bouclée en 3 tomes et ça c'est plutôt pas mal. L'auteur affectionne les séries courtes et ça on apprécie, ne serait-ce qu'au niveau du prix. Ça commence dans un univers qui ressemble un petit peu aux Enfers, où on va voir un personnage dont on ne sait strictement rien, pas même son nom, qui suit une certaine route. Il y a des ombres autour de lui, c'est vraiment très particulier. Je vous montre un peu ce que ça donne côté dessin en même temps. Il va se retrouver face à une porte qu'il va franchir et derrière cette porte, il va faire la connaissance de la petite Sharon qui a l'air vraiment toute mignonne, mais ne vous fiez pas aux apparences, on est dans un univers qui est vraiment très glauque. Et en fait, ce personnage principal que l'on suit a complètement perdu la mémoire, il ne se rappelle pas du tout de ce qu'il fait là, de ce qui s'est passé. Visiblement, il est mort, mais il ignore comment et il ne sait plus du tout quel est son rôle. Et c'est tout simplement d'autres personnages qui vont graviter autour de lui, qui vont lui rappeler qui il est. C'est un univers très particulier. Pupa, c'était déjà un univers très spécial qu'on pouvait aimer ou ne pas du tout aimer. Personnellement, j'avais adoré Pupa, c'est un titre que je vous recommande absolument. Et ce premier tome de Sleeping Sharon est assez convaincant, même s'il peut être un petit peu déroutant au départ puisqu'on ne comprend strictement rien de ce qui se passe dans les premières pages. On ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas précisément où il est et même à la fin de ce premier tome, on ne sait pas précisément où se déroule l'histoire. C'est un premier tome que j'ai trouvé assez sympa. Après, même si on est sur un titre qui est globalement tout public, hein, voilà, il n'y a pas d'avertissement sur la 4e de couverture, c'est quand même assez particulier, encore une fois assez glauque, donc je ne vais pas le recommander absolument à tout le monde. On passe à présent chez l'une de mes maisons d'édition préférées, puisqu'il s'agit du Lézard Noir, avec une nouveauté, c'est le Tigre des Neiges de Akiko Higashimura. Cette mangaka, c'est celle à laquelle on doit le titre Princesse Jellyfish, qui est publié en France chez les éditions Delcourt Tonkam, dont théoriquement on aura la fin l'année prochaine, croisons les doigts qu'il ne change pas d'avis. Le tome 2 sort au mois de janvier, c'est une série qui par contre est toujours en cours au Japon. Il me semble qu'il y a 5 tomes déjà de parus. On est sur un manga historique et je vous la fais très courte au niveau du résumé. On va suivre l'histoire de Kenshin, mais la théorie selon laquelle Kenshin aurait été une femme. On est sur un titre vendu au prix de 13 €, donc ça c'est les prix assez on va dire courant chez le Lézard Noir, puisqu'on est quand même sur du grand format. Le côté historique est assez présent, mais l'auteur fait en sorte de le rendre un petit peu plus léger dès le début du titre. C'est-à-dire qu'en fait, on a une décomposition assez intéressante dans les premières pages. Sur le haut, vous avez le côté historique, ce qui se serait réellement passé, vraiment les faits purs et simples, qui peuvent être un petit peu, on va le dire très clairement, chiants. C'est pour cela que l'auteur a décidé de proposer en dessous une version un petit peu humoristique, beaucoup plus résumée, voilà, où elle s'exprime directement, elle se met en scène, elle s'exprime directement avec le lecteur. En gros, vous avez le choix entre lire la version historique pure et simple avec des dates, des noms, etc., qui peut être un petit peu barbante, ou lire la version tout simplement édulcorée, on va dire, de la mangaka. Si vous n'avez pas lu d'ailleurs Princesse Jellyfish, c'est vraiment un titre que je vous recommande parce que c'est assez original et c'est plutôt sympa, et en plus ça se termine en principe l'année prochaine. Donc le Tigre des Neiges, j'ai trouvé ça vraiment top, puisque je m'attendais à un titre qui pouvait être un petit peu, comme je le disais, un petit peu barbant, puisque les mangas historiques c'est pas spécialement ce que je préfère. Mais là pour le coup, l'auteur a su justement doser suffisamment les choses et nous prendre en haleine et nous donner envie de découvrir la suite. Le titre suivant est ma plus grande interrogation de ce mois de novembre et j'en suis vraiment la première désolée. C'est un titre sur lequel je me suis pas mal renseignée, j'ai lu énormément de chroniques, j'ai vu pas mal de vidéos pour essayer de capter un petit peu de quoi on allait parler. Je savais que l'univers de cette série était assez hermétique, soit on y adhérait complètement, soit on passait complètement à côté, et malheureusement ça a été mon cas. Je suis passée mais vraiment à côté de ma lecture
je n'ai strictement rien compris à ce qui se passait. Je pourrais même pas vous en faire un résumé et je pense de toute manière que c'est assez compliqué d'en parler si on n'a pas lu l'intégrale de la série. Malheureusement, eh bien, je ne sais pas si je vais continuer ce titre parce que pour être honnête, c'est quand même un certain budget. C'est pas un tome qui est vendu au prix de 6 €. Même s'il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est bouclé en 5 ou 6 tomes, je vous mettrai le nombre de tomes par là, avec cette réédition, mais je suis tellement passée à côté de ma lecture de ce premier tome que ça me paraît un petit peu compliqué de continuer la série. Vous voyez très probablement de quel titre je veux parler. Il s'agit bien évidemment de l'édition Deluxe de Blâme de Tsutomu Nihei, publiée chez les éditions Glénat. Et là, oui, très probablement, vos oreilles se sont mises à saigner au moment où j'ai dit blâme et non blame. J'étais la première à penser qu'on disait blame et non blâme, hein, puisque toutes les vidéos que j'ai pu voir, toutes les chroniques que j'ai pu voir disaient blame, tout simplement. Mais ce qui m'a fait tilter que peut-être, eh bien, on se trompait tous à prononcer le nom de ce manga blame au lieu de blâme, c'est la petite bande-annonce très très brève des éditions Glénat, un petit trailer sur leur nouveauté, donc Aposims, donc du même mangaka. Et retrouver la série Blâme dans une édition de luxe inédite. Donc sur le coup, je me suis dit, soit le gars qui a fait la vidéo, qui probablement travaille chez les éditions Glénat, a dit n'importe quoi, soit on est très nombreux à penser que ce titre se prononce blame alors qu'il se prononce blâme. Je remercie Arthur qui m'a donné la petite explication sur le pourquoi du comment cela se prononce blâme. Je vous le mettrai dans la barre d'informations. Je vous ferai un petit copier-coller de ce qu'il m'a expliqué, puisque très sincèrement, j'ai essayé de retrouver plus d'informations à ce sujet sur la toile, mais c'est très compliqué d'expliquer pourquoi le mangaka lui-même eh bien, affirme que sa série se prononce blâme et non blame. Au niveau des dessins, j'aime beaucoup. C'est pas le souci. Il y a très très peu de texte, ce qui fait qu'en fait, eh bien, c'est assez compliqué du coup pour y comprendre quelque chose. On voit que l'auteur il était parti pour être architecte et non mangaka à la base, quoi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire pour celles et ceux qui l'ont lu, ce que vous en avez pensé, si vous avez compris quelque chose, s'il faut s'accrocher à tous les tomes de la série pour y comprendre quelque chose, ou si comme moi, eh bien, vous êtes complètement passé, mais alors très très loin de votre lecture. Je conclus cette vidéo avec le titre que j'attendais le plus impatiemment en cette fin d'année. Il s'agit du coffret de la série Le Signe des Rêves de Naoki Urasawa, publié chez les éditions Futuropolis, qui est encore une fois la maison d'édition du Louvre. Ce coffret est vendu au prix de 49 €. Après, vous avez également la possibilité d'acheter les deux tomes séparément. Les tomes sont vendus au prix de 20 € l'unité, si jamais cela vous intéresse. Comme vous le voyez, on est sur du grand format, on est sur du hardback, on est vraiment sur un très très beau travail d'édition. Encore une fois, c'est publié par la maison d'édition du Louvre, donc c'est vraiment du très très beau boulot. Alors qu'est-ce qu'on a pour finalement 49 €? On a une très belle boîte. Voilà, un très très beau coffret. On a un petit shikishi. Alors il faut savoir que ce coffret ainsi que ce shikishi sont limités à 2222 exemplaires. Vous le voyez, celui-ci est bien évidemment numéroté. Ce premier tome est paru au mois d'août. Et le second tome est paru en France au mois d'octobre. Et j'ai patienté jusqu'au mois de novembre pour acheter la série, puisque je savais que le coffret était d'ores et déjà annoncé. Donc là, l'histoire, tout d'abord, eh bien, nous embarque à Tokyo, où on va s'intéresser à un père de famille. Donc sa femme s'est barrée et il vit seul avec sa fille, mais vraiment, il se fout dans des situations pas possibles et il va se retrouver face à des usuriers. Bon, bref, le gars gère pas du tout. Il va rencontrer un personnage qui est assez singulier, qui lui dit bien connaître Paris et avoir une petite solution à son problème d'argent. C'est tout simplement de se rendre à Paris et de participer à une sombre affaire de trafic de tableaux, donc de trafic d'art. Le côté politique est très présent, comme très souvent dans les titres de Urasawa. N'hésitez pas à me dire à qui vous fait penser ce personnage. Je pense que vous aurez la référence. On a pas mal de pages couleurs dans ces deux bouquins. Je vous montre ce que ça donne. C'est un titre qui vous prendra en haleine jusqu'au bout, puisque jusqu'aux dernières pages, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, comment il va s'en sortir. Donc là, on a Mitterrand. On a de très très belles planches, comme celle-ci. On ressent vraiment que l'auteur s'est déplacé directement au Louvre pour essayer de se documenter un maximum. On reconnaît bien évidemment le trait de Urasawa à travers ses personnages. Voilà. Le chara-design est vraiment, je trouve, très reconnaissable.
Si vous êtes fan du travail de Urasawa, je ne peux que vous recommander de vous pencher sur ce titre. Après, c'est personnellement pas le titre que j'aurais préféré du mangaka, tout simplement parce que c'est un titre qui est assez court, il n'est qu'en 2 tomes, mais c'est quand même une très bonne lecture, et si en plus eh bien vous aimez tout ce qui touche à l'art, c'est vraiment un titre qui je pense pourrait vraiment vous plaire. Ce haul du mois de novembre est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez commencé au mois de novembre, si parmi tous les titres que je vous ai présentés dans cette vidéo, il y en a qui vous donnent envie ou peut-être pas du tout. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis au sujet du premier tome de Blâme pour celles et ceux eh bien, qui se seraient penchés sur cette édition de luxe. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.